tranche cotée, 50%, 800 millions de dirhams, et une tranche non cotée, 800 millions de dirhams. La tranche cotée n'a pas eu beaucoup de succès, puisque sur les 800 millions de dirhams, ils n'ont pu recueillir que 2 souscripteurs institutionnels pour 120 millions de dirhams. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour faire une opération d'appel public à l'épargne, il faut une note d'information. C'est l'occasion où vous devez vous dévoiler. Donc ils ont fait une note d'information, c'était en décembre 2008. Cette note d'information a été faite, rédigée, sous la responsabilité des 3 plus grandes banques d'affaires marocaines, Tijari Wafa Bank, le groupe Crédit Populaire et la Caisse de dépôt et de gestion capital, CDG Capital. Cette même note d'information a été vue, contrôlée, visée, validée par le CDPM. Aujourd'hui, ça s'appelle Autorité marocaine des marchés des capitaux. Et dans cette note d'information, la Samir, le management, avec l'accord, j'allais dire la complicité des banques d'affaires, des auditeurs, des commissaires aux comptes, et sous la signature, le visa du CDVM, annonçait un résultat pour l'exercice 2008 de 526 millions de dirhams. 3 mois après, les comptes sont publiés, c'est 1,2 milliard de dirhams de pertes qui sont annoncées. Un écart d'1,5 milliard en 3 mois, excusez du peu. Ça aurait dû soulever un branle-bas de combat, un arrêt de la cotation et des explications et des sanctions. Rien n'a été fait. Autre élément de dysfonctionnement de la gouvernance financière, c'est, Najib Artspi en a parlé tout à l'heure, la distribution de dividendes fictifs. Transparency en parle, les attendus du jugement en première instance aussi en parlent. Distribution de dividendes fictifs, c'est un délit pénal dans le droit des affaires. Remarque des commissaires aux comptes, je disais qu'ils sont restés muets jusqu'en 2013. Sur l'exercice 2013, Samir annonce un résultat net social de 327 millions de dirhams et consolidé une perte de 327 millions de dirhams. Les commissaires aux comptes disent attention, même ce résultat il faut le prendre avec des pincettes parce qu'il y a eu un retraitement comptable et on a pris des charges qu'on a retraitées et qu'on a immobilisées et ça a donné un impact positif sur le résultat d'1,3 milliard de dirhams. C'est dit par les commissaires pour la première fois en 2013 et en 2014 la même chose, même opération de retraitement comptable, impact 2014 où on annonce 2,5 milliards de résultats nets, 3,4 milliards de pertes sociales et 2,5 milliards de pertes consolidées. Il y a une opération de retraitement comptable qui a eu un impact positif malgré ces résultats catastrophiques, un impact positif de 400 millions de dirhams sur le résultat, avec un écart de réévaluation de 4 milliards de dirhams que les juges dénoncent dans les attendus du jugement en première instance. Donc voilà, 4e élément d'échec qu'il faut mettre en valeur et en évidence et sur lesquels il faut aller rechercher les responsabilités. Et dernière source d'échec, me semble-t-il, c'est ce que j'appelle moi l'échec des contre-pouvoirs. C'est tout le reste. Les contre-pouvoirs, c'est d'abord les actionnaires minoritaires. Ces actionnaires minoritaires, dont certains étaient présents au conseil d'administration, administrateurs, participants aux décisions, ont une responsabilité. Ils ont assisté aux assemblées générales, ils ont approuvé les comptes et ils ont donné quitus au conseil d'administration. Donc il y a une responsabilité des actionnaires minoritaires. Et ils ne peuvent pas se défausser de leur responsabilité aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup d'amitié, d'autant plus que je me sens totalement en phase avec votre combat. Vous êtes responsable. Vous, madame. Vous, monsieur. Nous sommes tous responsables parce que nous sommes des contre-pouvoirs. Les salariés, c'est des contre-pouvoirs. Les syndicats, c'est des contre-pouvoirs. Les ONG, c'est des contre-pouvoirs. Les partis politiques, c'est des contre-pouvoirs. Les intellectuels, les économistes, ceux qui s'intéressent aux sujets de portée nationale, c'est des contre-pouvoirs. Les médias, la presse économique et financière, c'est des contre-pouvoirs. Nous aurions dû faire preuve de plus de vigilance, nous tous. Et nous aurions dû réagir avant qu'il ne soit trop tard. J'espère qu'il ne l'est pas ce soir. Donc voilà un peu ce que je voulais vous apporter comme élément d'information sur le diagnostic et sur les responsabilités qu'il faut absolument rechercher. Je vous le dis clairement, vous ne pourrez pas entrevoir une issue favorable pour l'avenir de la Samir si d'abord vous ne mettez pas en net le passé de la Samir. Et ce passé ne pourra se faire aujourd'hui qu'en faisant éclater la vérité, toute la vérité, auprès du grand public. Ça me permet de dire que
Le deuxième sujet qui m'intéresse, qui me préoccupe, c'est de savoir quel est l'avenir de la Samir et quel est l'avenir de l'industrie du raffinage pétrolier au Maroc. Et je pose volontairement les deux questions en même temps, l'avenir de la Samir et l'avenir de l'industrie, parce que pour moi les deux questions sont indissociables. J'entends certaines chansons et certains discours se susurrer un peu partout à Casa et à Rabat où on dit mais écoutez, on n'a pas besoin de la Samir, c'est une usine vieillissante, c'est une usine dont le type de production est dépassé, fortement polluant. Nous n'avons qu'à créer à Josphore une petite usine de raffinage pétrolier plus moderne, plus souple, moins coûteuse. J'entends aussi certains dire mais pourquoi vous vous angoissez? Laissons mourir cette entreprise, nous n'avons pas besoin de raffiner du pétrole. Il suffit d'importer du pétrole raffiné, du produit prêt à être consommé. Tous nos distributeurs, nos beaux distributeurs ont investi beaucoup d'argent dans des réseaux de distribution, dans des entrepôts de stockage, dans des réservoirs, dans des circuits de distribution, dans du marketing. Il suffit, regardez, la Samir est à l'arrêt depuis Samir, le marché n'a pas souffert. Moi je pense que aller dans cette direction serait à la fois une erreur de stratégie industrielle et une erreur politique. Une erreur de stratégie industrielle parce que ça serait une négation de tout ce que nous avons fait depuis 50 ans. Et une erreur politique parce que ça serait une lâcheté de l'État et des pouvoirs publics. Je considère au contraire que le Maroc a besoin d'une industrie de raffinage et de produits pétroliers parce que c'est un instrument de notre indépendance énergétique. Et être totalement dépendant des produits raffinés exposerait nos concitoyens de façon frontale aux fluctuations du marché du pétrole, qui est un marché extrêmement volatile, qui est extrêmement nerveux et qui répond de façon quasi pavlovienne à l'ensemble des éléments exogènes qui peuvent arriver, des problématiques de géostratégie et de guerre régionale, des problématiques de crise économique, des problématiques d'évolution du dollar. N'importe quel élément peut avoir un impact direct sur le cours du Brent et le cours du pétrole WTI. Et donc, nous exposer directement à ce type de volatilité serait extrêmement dangereux pour notre économie, exposerait les concitoyens à des pertes de pouvoir d'achat dès lors qu'il y aurait une surchauffe sur le cours du pétrole et fragiliserait encore davantage notre industrie nationale qui a ô combien besoin d'éléments et de facteurs de compétitivité pour pouvoir exporter. C'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, la solution passe par quatre chemins. Il faudrait que, comment dirais-je, j'ai essayé de vous donner dans la première partie de mon intervention des éléments factuels qui viendraient alimenter le dossier dans le cadre éventuellement d'une procédure judiciaire. Là, je propose quelques orientations dans une gestion politique de ce dossier, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a 4 exigences à avoir vis-à-vis du gouvernement. Aujourd'hui, votre interlocuteur devrait être le gouvernement, et non pas un liquidateur judiciaire ou des actionnaires. C'est un sujet qu'il faut politiser, qui doit être traité au niveau du gouvernement. C'est un sujet de portée nationale qui vous dépasse. Et je pense que c'est la bonne démarche. D'abord, il faut respecter ce que j'appelle moi un devoir de vérité vis-à-vis des Marocaines et des Marocains. Il faut que la vérité éclate, et pour cela, il faut qu'il y ait une commission parlementaire, une commission d'enquête parlementaire sur ce dossier. Et vous voyez bien que cette démarche implique à la fois l'intervention du gouvernement et des partis politiques. Il faut qu'il y ait un accord entre le gouvernement et les partis politiques pour constituer une commission d'enquête parlementaire pour identifier, pour nous dire d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier depuis quelques années, en particulier depuis 1997, et que la vérité éclate, que toutes les responsabilités, sans aucune exclusive, sans aucune exception, émergent, et qu'on sache qui sont les protagonistes de cette affaire, quelle est la part de responsabilité des uns et des autres, et que des sanctions disciplinaires, judiciaires, voire pénales, soient prononcées. Je crois que les Marocains méritent la vérité, et cette vérité ne peut émerger que d'une commission d'enquête parlementaire. Deuxième orientation, il faut absolument que la Samir retrouve de la sérénité. Pour cela,
il faut que le liquidateur judiciaire puisse obtenir, là aussi il y a un travail à faire, peut-être de lobbying auprès du tribunal et des centres d'influence du tribunal, il faut qu'il puisse obtenir au minimum une période pour le plan de continuation de 6 mois. Et que dans cette période, l'usine redémarre, avec l'appui de l'État et des distributeurs qui le veulent. Et ceux qui ne veulent pas collaborer à la reprise de la SAMIR, il faudra que l'État en tire toutes les conséquences, notamment en termes d'affectation de marchés publics. Donc, deuxième priorité, la SAMIR doit redémarrer, et elle doit redémarrer avec la volonté de l'État et l'appui de l'État. Et ceux qui veulent adhérer à cette stratégie doivent être soutenus, récompensés par l'État, je pense aux distributeurs, et ceux qui ne le veulent pas, eh bien, l'État doit tirer toutes les conséquences de cette attitude, notamment dans l'affectation des marchés publics. Et SAMIR qui démarrerait avec les marchés publics serait déjà une première étape. Et l'essentiel, c'est de sortir le plus rapidement possible de cet immobilisme et il faut retrouver de la sérénité et faire baisser la pression sur tout le monde. Troisième mesure, il faut qu'il y ait une déclaration, à mon avis, du gouvernement, un engagement du gouvernement pour qu'on ne reproduise plus les erreurs du passé. Il ne faut pas que la SAMIR, il est évidemment hors de question de casser l'outil de production et de le vendre en pièces. Certains ont même imaginé cette solution. S'il y a un repreneur, il faut qu'il reprenne l'usine dans sa globalité, dans son entièreté, dans son intégralité. Et je ne pense pas simplement aux machines, je pense surtout aux femmes et aux hommes qui constituent le cœur de l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'il y ait, ou qu'on vous donne l'illusion, en vous rassurant, en vous disant n'ayez crainte, on a des gens qui sont intéressés, on a des repreneurs. Il ne faut pas qu'il y ait une reprise de la SAMIR comme au départ, c'est-à-dire dans un contrat de gré à gré. Ça serait le pire qui puisse arriver, parce que ça serait reproduire les erreurs du passé. Que le repreneur soit un groupe privé marocain, national, distributeur ou autre, ou que ce soit un groupe étranger. Non. Il faut que la reprise se fasse dans la clarté, dans la transparence. Donc c'est la quatrième recommandation. Je crois qu'il faut qu'il